Bonsoir à tous, bienvenue dans notre stand Nous Toutes sur ce week-end féministe, antiraciste et décolonial. Et nous allons démarrer une table ronde sur la question de comment on démocratise la politique et on fait en sorte qu'il y ait plus de femmes racisées, plus de minorités de genre. Et comment on fait en sorte que les luttes qui nous habitent soient aussi débattues, représentées, politisées dans divers espaces. Et donc, on va être accompagné de belles personnalités ce soir. Nous allons parler de sujets d'actualité, nationaux, internationaux. Et surtout, apprendre et nous inspirer de parcours de vie de femmes qui ont fait en sorte que des espaces nous soient accessibles, que des débats et des luttes soient également présentes dans plusieurs espaces. Et donc, nous allons découvrir chacune de ces belles femmes. Et bien sûr, aussi parler de la question de la transmission, parce que l'objectif aussi, c'est de faire en sorte que dans 20 ans, nous ne nous posions pas les mêmes questions qu'aujourd'hui. Et donc, on parlera aussi de cela pour conclure et se donner une note d'espoir pour l'avenir. Donc, dans tout ce que nous traversons dans cette actualité. Bonjour tout le monde, donc moi je suis Shanti Mougé, je suis danseuse professionnelle depuis 14 ans. Je suis aussi, j'essaye d'être militante, d'être une bonne militante sur plusieurs sujets. Là, j'ai quand même consciemment décidé depuis 2 ans de militer parce qu'on ne peut pas se diviser en sang sur la Palestine essentiellement, pour une Palestine décolonisée, libre. Et je suis donc artiste et je n'avais jamais utilisé en fait mon étiquette d'artiste dans mon engagement. C'était quelque chose que je séparais pour des questions de santé mentale déjà, pour me protéger. Ça a pu être très étrange. Par exemple, j'ai vécu un mouvement des Gilets jaunes où j'étais donc salariée de l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier qui a vu certains actes des Gilets jaunes voilà, autour. Donc c'est bizarre de sortir de l'opéra le matin et qu'on ait des keufs qui soient dans l'opéra et qui me disent au revoir madame, et c'est les mêmes qui vont me taper juste après. Donc il y avait un truc un peu, voilà. Il y a quelque chose de dissonant. Et bien sûr, ça, on le connaît tous et toutes dans tous nos milieux. Nos engagements ne sont jamais sans conséquences et c'est en train de s'aggraver. De s'aggraver, de s'aggraver de plus en plus. Pour la Palestine, j'ai pensé il y a 2 ans qu'il était temps que, à travers ce filtre, parce que c'est presque un filtre d'artistes, les artistes, on n'est pas au-dessus, on n'est pas mieux que les autres, on a juste des plateformes qui sont différentes. Et j'ai pensé qu'il était temps peut-être de l'utiliser, non pas sans conséquences aussi sur ma vie professionnelle, mais ça, j'ai même pas envie de m'étaler dessus, c'est pas le sujet. Du moment que j'ai pas de regrets, je pense que c'est OK. Et donc on a co-créé avec des camarades un collectif qui s'appelle Artistes pour la Palestine. Notre utilité, celle qu'on essaye de se donner dans le paysage militant et directement en pensant à la Palestine, c'est en fait diffuser les directives du PACBI, qui est le bureau, qui est l'organe du BNC, donc de l'appel au boycott palestinien qui date de 2005. C'est l'organe qui s'occupe du boycott culturel, académique et sportif. Donc nous, on essaye de suivre ces directives-là. On n'a rien inventé. On essaie de suivre ce que dit le PACBI, de le diffuser dans nos milieux. Il y a des danseurs. Non, il y a une danseuse. Il y a des acteurs. Il y a des chanteurs, des musiciens, des comédiens, etc. Donc on a créé ce collectif-là dans ce but et aussi, bien sûr, faire des événements, y participer, soutenir d'autres événements, d'autres collectifs qui n'ont rien à voir avec le monde de la culture et être là en soutien des fois, de différentes façons. Et après, moi, et là je vais arrêter avec moi, je passerai le micro après. Dernier détail, j'essaye aussi, à titre personnel, de tout simplement aller en Palestine pour y faire un travail artistique. Là, j'y ai passé l'été. Ça fait 7 ans que j'y vais. Et sans aucune exagération, c'était absolument le pire voyage que j'ai fait là-bas. Quand je dis pire, c'est pas moi, il a été désagréable pour moi. J'ai vu les choses, une situation des plus catastrophiques. Et pourtant, j'y étais allée il y a à peine 1 an. Donc on était déjà post-7 octobre. Et il y a à peine 1 an, la situation, elle était un peu plus facile que maintenant.
Là, même à travers, voilà, un timide et naïf peut-être travail artistique là-bas, je ne peux pas, ils ne peuvent pas ignorer l'annexion, la colonisation extrêmement violente qui est en train de se dérouler absolument chaque jour. C'est-à-dire que j'ai des cours de danse, par exemple, qui n'ont pas eu lieu parce qu'il y avait eu un meurtre la veille et que quand il y a un meurtre en Palestine, les gens souvent arrêtent 24 ou 48 heures par respect de faire des activités artistiques. Ou j'ai des cours de danse à 11 heures du matin pour lesquels j'ai dû partir à 7 heures parce que là, les checkpoints, quand il y en a, allez, pour ceux qui connaissent, il y en a toujours au moins 3-4 autour d'une ville. Bah, il y en a qu'un seul qui est ouvert, donc peu importe notre passeport, en fait, on va de toute façon devoir prévoir peut-être 3 heures d'attente pour avoir le plaisir ultime de passer finalement au bout de 3 heures au checkpoint et de se faire braquer par un M16. Et après, il faut arriver au cours de danse et se dire, ok, je suis là pour faire ça et pour maintenir, enfin participer à ma petite échelle, à maintenir un semblant de joie, de normalité dans la vie des Palestiniens, des Palestiniennes. Je me suis adressée à des enfants et à des adultes. Et ça aussi, c'est un peu dissonant d'arriver du coup devant une classe d'enfants après voilà, une route un peu compliquée. Parce que moi, la route, elle est compliquée, mais en fait, moi, c'est un mois dans ma vie de temps en temps. Et eux, c'est tous les jours. Et il y a pas de j'aurais jamais fait ça si, les Palestiniens eux-mêmes et les parents, par exemple, de ces enfants, ne tenaient pas à maintenir ce semblant de vie normal. Je serais allée, peut-être juste comme ça pour dire: «Bon, bah, c'est la guerre, on fait pas de danse, on fait pas de musique. Je vais venir par soutien et boire des cafés avec vous», mais ils le veulent. Les Palestiniens, ça, voilà, avant-hier, j'étais à Bruxelles, notre table ronde, il y avait un Gazaoui qui était là et il me disait: «Oui, c'est ça». Il m'a vraiment dit: «C'est ça les Palestiniens, c'est ça notre mentalité, c'est qu'il y a un meurtre, dans la région de Masafer Yatta, mais le lendemain, oui, les parents, ils veulent que leurs enfants, ils aillent faire de la musique et qu'ils aillent danser parce que ça, ils vont pas nous le prendre». Hem, donc voilà, genre je veux juste encore, saluer le fait que c'est des gens qui ont, je sais pas, le quart de la moitié de leur courage et je raconterai d'autres anecdotes après. Voilà. Merci beaucoup, Chanty, d'être là et bienvenue. Merci. Du coup, moi, c'est Lorraine Lolo. Par où commencer? Alors, j'ai commencé un peu mon engagement avec une association qui s'appelle, Cité des chances, que j'ai cofondée en 2018, qui est une association qui, vulgarise la politique pour les jeunes, de banlieue et de quartiers populaires en Île-de-France. Voilà, qui est de 18 à 30 ans. On travaille majoritairement avec des lycéens, des maisons de quartier, des maisons de jeunesse, d'autres associations sportives, culturelles, et cetera. On va là où les jeunes sont et on leur parle politique et en fait, surtout, on leur donne confiance en eux, enfin, en tout cas, on essaye, pour qu'eux-mêmes parlent en leur nom, de ce qui leur tient à cœur, portent leur propre combat, portent leur propre voix et aux abords de chaque, élection, qu'elle soit nationale, locale, européenne, on fait une action qui s'appelle La Cité à voter. Donc on va dans les quartiers, on rappelle aux jeunes de s'inscrire sur les listes électorales s'ils ne le sont pas déjà, d'expliquer quels sont les enjeux de l'élection. Parce que bon, généralement pour la présidentielle, ça va, mais déjà quand on arrive aux législatives, on connaît déjà un peu mieux. Départemental, j'en parle même pas, régional, et cetera, municipal et tout ça. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé. J'ai dirigé ça pendant 6 ans. Donc depuis 2023, enfin, je suis toujours membre d'honneur, mais je dirige plus, même si je soutiens toujours, l'association. Et à côté de ça, du coup, parce que ça, c'était totalement, bénévole, je suis devenue chroniqueuse politique, et toujours dans la question de la vulgarisation. Je suis sur l'émission de Backseat avec, Léa d'ailleurs qui est au stand juste à côté, avec l'Humanité. Donc c'est une émission sur Twitch de vulgarisation politique. Je fais aussi les vidéos d'histoire de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Donc on présente en fait des personnes qui se sont battues contre l'esclavage, contre la colonisation, voilà, enfin, que ce soit passé, présent, et cetera. On essaye de faire ça à peu près toutes les semaines en vidéo, sur toutes les plateformes et de là, je me suis dit: «Bon, bah, en fait,
à force de rencontrer les gens, de parler aux jeunes, etc., généralement, quand on leur dit pourquoi tu t'intéresses pas à la politique, on est tout le temps à cause des médias, parce que quand j'allume ma télé ou j'allume ma radio, je comprends rien à ce qu'on me raconte, etc. Et du coup, je me suis dit, il fallait créer un média qui reprend les bases, en fait, en fait, un peu ce qu'on fait dans la rue, mais du coup, à un peu plus grande échelle. En tout cas, j'essaye, en tout cas. Et surtout, avec mon action pour la Fondation pour les mains d'esclavage, la question aussi des Outre-mer me tient beaucoup à cœur. Parce que c'est des voix qu'on entend peu. Donc voilà. Du coup, de là, l'année dernière, 2024, j'ai co-créé un média qui s'appelle Dans l'Arène. J'ai oublié un truc important quand même, c'est que je suis aussi élue locale, du coup, élue municipale à Fos. En fait, j'oublie parce qu'on arrive en fin de mandat et que voilà, ça fait 5 ans, voilà. Mais ouais, du coup, dans le Val d'Oise, à Fos, c'est entre Goussainville, Sarcelles et Roissy. Ceux qui ne voient pas, c'est nord-est, banlieue parisienne. Et voilà, j'étais déléguée à la citoyenneté et la transition écologique. Et c'était une très belle expérience, pas toujours rose, je pense qu'on en reparlera. Mais voilà, au sein d'un conseil municipal. Et je suis apartisane, c'est très important de le préciser parce que je trouve que ça. Dans les rapports à la politique, ça change aussi un petit peu d'être une élue citoyenne, issue d'une liste citoyenne avec coalition un peu de gauche, la NUPES avant l'heure, le NFP avant l'heure et compagnie, mais d'être aussi partisane. Donc voilà, on reviendra sur ça, je pense, un petit peu plus tard. Super, merci Lorraine et enchantée. Moi, du coup, je m'appelle Sarah Benani, je vais avoir 21 ans au mois de décembre. Là, actuellement, je suis, si Dieu le veut, je passe en master dans 2 semaines. Si je valide ma L3, en première année de master en communication politique. Et pendant 3 ans, j'ai fait un truc qui avait rien à voir. J'ai fait du commerce international. Oui, je sais. J'ai la même réaction que toi. Je suis née dans le 91, j'ai grandi dans le 91. Alors là, vous allez vous dire, ouah, Sarah et tout, elle a grandi à la campagne du Plessis-Pathé. Pas du tout. C'est loin pour vous de venir jusqu'ici à la fête de l'UMA, c'est loin pour moi aussi. J'habite pas dans ce 9-1 là. Donc j'ai grandi là-bas. J'ai grandi d'abord dans le quartier de la Bolle à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ensuite j'ai grandi à Jubilly-sur-Orge. Et donc du coup moi j'ai toujours eu, je sais pas, j'aime pas trop dire engagement parce que je trouve que c'est un mot qui finalement veut plus dire grand chose aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est engagé. Tu mets un post sur les réseaux, tu es engagé. Tu dis ah ouais, je suis pas d'accord, tu es engagé. Donc, on va dire que j'ai toujours vécu dans mon écosystème, dans mon environnement familial et dans mon entourage globalement. Et j'ai toujours eu cette fibre d'engagement, on va dire, grosso modo. J'avais d'abord un attrait pour les médias. Donc, quand j'étais en première année de licence et que j'ai quitté mon établissement privé catholique après 9 ans, j'ai créé mon podcast qui s'appelait Les Percées. Et puis ensuite, ça ne me suffisait pas. Donc, du coup, je me suis investie dans des associations. C'était d'abord des associations culturelles, sportives. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans que je suis chargée de coordination au All Parisian Games dans le 19e arrondissement, qui est votre circonscription d'ailleurs. Et en fait, on fait des trucs trop cool pour des jeunes qui n'ont pas l'occasion de devenir professionnels de basket, etc. On leur offre parfois la seule occasion de leur vie qu'ils auront pour être un semblant de professionnels. Ils sont habillés avec des grandes marques. Il y a 1200 personnes qui viennent les voir, etc. Vraiment, on les traite comme des basketteurs auraient aimé être traités qui ne sont jamais devenus professionnels. Et je parle toujours de cette expérience au début parce qu'aujourd'hui, même si ça n'a pas forcément à voir avec ce que je fais aujourd'hui, c'est là-bas où j'ai appris ce que c'est un milieu associatif sain et normal. Et si vous ne savez pas ce que c'est un milieu associatif qui n'est pas sain et pas normal, tant mieux. Je vous souhaite de ne jamais le savoir. Mais c'est important d'avoir des lieux comme ça, des écosystèmes comme ça pour poser des bases pour après. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu la dissolution l'été dernier. Quelques vagues souvenirs. Quelques traumas qui restent. Que des PTSD. Macron devrait payer mon psy là, c'est 8 séances, faut augmenter. Ouais, il y a 12 séances de thérapie de retard là. Ouais, et c'est pas suffisant. Et donc, quand il s'est passé ça, avec 2 copines à moi qui s'appellent Rania Daki et Mariam Touré, on a décidé de cofonder la Jeunesse Populaire. Donc, la Jeunesse Populaire, c'est
officiellement une organisation de la société civile qui défend les intérêts des jeunes de milieux précaires et populaires. Globalement, ça veut dire qu'on essaye d'être un intermédiaire entre nous, des jeunes qui ne sont pas intéressés par la politique, des jeunes qui sont un peu moins intéressés par la politique et les décisionnaires politiques. Donc aussi bien au niveau municipal, enfin au niveau local, national et international. Notamment le 2 juillet dernier, on a participé aux concertations avec Lucie Castet qui n'est pas là, pour l'Union en 2027. Donc nous aussi, on se considère comme un partisan et je pense que c'est important de le préciser parce que ça change aussi dans les dynamiques et dans les rôles. Mais on veut que la gauche gagne en 2027, donc à bon entendeur. Et voilà ce que je fais dans ma vie. À côté, je suis aussi chargée de projet chez Une Voix pour tous. C'est une association qui œuvre pour la revalorisation du bac professionnel. On a un programme parlementaire qui s'appelle Les Prometteurs et on a des jeunes de lycée pro qui vont une fois par mois à l'Assemblée nationale, qui travaillent sur des propositions de loi pour améliorer leur lycée pro. Et ensuite, on en fait un rapport qu'on remet aux parlementaires et ça fait maintenant 1 an que le programme il existe et cette année, on lance la 2e cohorte au Sénat. Voilà. Moi, je m'appelle Léa, je suis journaliste politique sur une émission qui s'appelle Backseat, comme celle de Lorraine, où j'interviens régulièrement. Je suis aussi autrice et j'ai aussi un pied dans le monde associatif parce que j'ai toujours voulu, en tout cas, nourrir mon travail de journaliste avec des expériences de terrain. Donc, j'ai travaillé en tant que responsable plaidoyer pour les centres d'information pour les droits des femmes et des familles pendant un certain temps. Maintenant, je travaille pour une association qui s'appelle Démocratie ouverte, où on fait de la promotion de la participation citoyenne, de l'innovation, etc. Et aussi et surtout, et c'est devenu finalement notre principale activité, on défend nos conquis démocratiques comme on peut. Donc c'est très important aussi de créer des ponts et voilà, de mettre la démocratie un peu à l'intersection de toutes les luttes. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés avec Nastéo, parce qu'on a plein de choses à raconter sur le recul de nos conquis démocratiques, hélas. Et j'ai fondé un média qui s'appelle Popol, que j'ai fondé il y a maintenant 5 ans. Waouh. Ouais. Merci. Au début, c'était un podcast en non-mixité choisie pour parler de politique entre femmes. Et il se trouve que j'ai reçu Lorraine, Daniel. Malheureusement, j'ai plus les moyens de le faire. Maintenant, c'était un podcast hebdo. Donc voilà, on a eu beaucoup de bâtons dans les roues. On n'a pas eu notre bourse émergence. Enfin, si vous connaissez un peu le milieu des médias indépendants, c'est un peu le truc que tout le monde a. Et on s'est fait vraiment tricard 3 fois. C'était un peu violent parce qu'au début, on nous a dit que c'était pas du journalisme, mais du militantisme. Enfin bon, je vous passe les détails. Et puis, en fait, ce média propose un regard féministe sur la politique avec quelque chose qui nous rassemble aussi ce soir, la volonté de donner, d'outiller les personnes pour se rendre, en fait, se sentir enfin légitimes à parler de politique, parce qu'en fait, on est toutes et tous concernés par les décisions qui sont prises sans nous, souvent. Donc, il est fondamental qu'on puisse avoir un point de vue. Et donc, l'idée, c'est vraiment de donner la voix aussi aux personnes qui ne se sentent pas forcément au bon endroit parce que, effectivement, n'ont pas fait Sciences Po, ne lisent pas Le Monde tous les jours, ne sont pas élus, etc. etc. Et en fait, moi, le podcast, je l'avais lancé, c'était un podcast participatif. Je faisais des appels sur les réseaux sociaux. Je disais « Salut, t'es une meuf, tu veux venir parler de politique, envoie-moi un DM ». Et j'ai réalisé plus de 100 épisodes comme ça. J'ai permis à près de 500 femmes à parler sur ce média. Donc, c'est très cool. Maintenant, on continue. Il y a une newsletter, un site internet. Abonnez-vous. Donc, on continue les articles papier. On reprend doucement les podcasts parce que du coup, ça veut dire que moi, je suis obligée de prendre un taf à temps plein à côté pour pouvoir continuer de produire. C'est pas facile. Mais on est quand même soutenus. Il y a notamment des personnes du Popol Lovers Gang qui sont là ce soir. Donc, je les remercie. C'est vraiment cool. Et voilà, donc très contente d'être ici ce soir. Et je passe du coup mon micro à Daniel. Merci Léa, merci Nastéo et merci à nous toutes d'accueillir ce moment. C'est très chouette, c'est très cosy. C'est un plaisir d'être là avec vous tous. Donc Daniel Obono, présentement député de la France Insoumise à l'Assemblée nationale depuis 2017.
à l'Assemblée, je suis membre de la commission des lois. C'est la commission qui prépare les textes qui ont à voir avec beaucoup de sujets, dont les questions de justice, de police, immigration, constitution, administration générale de l'État, la fonction publique, etc. Donc c'est une commission assez conséquente. Et je suis également membre de la commission des affaires européennes, qui n'est pas une commission permanente, mais du coup, c'est l'angle international que je voulais aussi avoir, parce que, en fait, avant d'être députée, j'ai été militante pendant longtemps. J'ai commencé à militer dans les années 2000. Ça fait un bout. Je crois que je suis la plus âgée, la daronne de la table ronde. Et en fait, moi, j'ai commencé à militer en se mobilisant avec des amis et camarades dans mon lycée contre le Front National à l'époque. Et puis surtout dans le mouvement altermondialiste. C'est ça le lien avec la fibre internationale. Et à participer à tous les sommets, les contre-sommets de ce mouvement-là, à Gênes, et voilà, toute cette dynamique-là. Donc voilà, c'est ça qui a forgé mon militantisme, en même temps que j'ai rencontré dans ces mouvements-là des militants marxistes, trotskistes. Du coup, je suis arrivée par l'extrême gauche dans la politique en tant que telle. Et donc voilà, j'ai été dans un petit groupuscule qui s'appelait Socialisme par en bas pour les anciens qui suivaient déjà à l'époque les choses. Après, j'ai rejoint la LCR en 2002. Enfin, après 2002, le résultat de Besancenot et puis l'effet Le Pen au deuxième tour. Et donc, dans ce processus-là, LCR, NPA, les débats autour de 2005, etc. Voilà, donc c'est pour dire un peu mon parcours politique. Et voilà, et puis je suis aussi en fait de profession bibliothécaire. Du coup, ouais, c'est bien. Puis les bibliothécaires, c'est souvent beaucoup des meufs et voilà, qui ont du coup, vive le service public. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. On va passer sur la deuxième phase parce que quand on est militante, on a plein de casquettes. Maintenant, on va passer sur cette casquette de commenter notre actualité. Donc, si vous le permettez, je vais commencer par Chanty sur l'injonction qui est de ne pas importer les conflits internationaux et de ne pas politiser ce qui arrive au corps autre. Comment on se saisit de cette question qui va me permettre ensuite, du coup, dans l'enchaînement, Lorraine, de passer à toi sur notre histoire et comment aujourd'hui, on politise un peu tous ces schémas-là et qu'on fait en sorte que, quelque part, ce qui se dit, des fois, on vote plus parce que, en fait, on n'est pas représenté, on ne se retrouve pas devant la personne qui est devant nous. Donc, sur ces schémas-là, pour ensuite donner la parole à Daniel sur justement comment on fait aujourd'hui pour bousculer les lignes et se saisir de ces espaces-là et faire en sorte d'y rester pour que d'autres arrivent. Voilà. Et enfin, d'arriver dans cette chaîne-là à toi. Excuse-moi, je reprends mon souffle. Pour arriver à toi et de nous dire en fait aujourd'hui comment on fait en sorte dans cette question politique du quotidien et dans cette politique internationale et dans les espaces journalistes, etc., comment on fait en sorte pour être une femme et comment on fait en sorte pour en parler, en commenter, se sentir légitime là où on est délégitimé, même dans les commentaires, même au travers de notre expérience. Et enfin, à toi de nous dire qu'est-ce que tu penses de tout cela et comment tu envisages la suite. Ça vous va? Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a des artistes dans la salle, dans la tente, dans le chapiteau? Une. N'aie pas peur, je vais pas te demander de venir faire un spectacle, genre maintenant et pas rémunéré. Alors, la question c'était comment l'injonction à ne pas amener les politiques, voilà. Alors forcément, dans le monde de la culture, je pense que c'est un des endroits dans lequel cette injonction est la plus forte et pourtant où elle est aussi la plus antinomique. Puisque en fait, qu'est-ce que ça veut dire de l'art engagé ou désengagé? Enfin, si tu fais de l'art, tu es forcément engagé dans quelque chose, tu parles forcément de quelque chose, tu le fais dans un contexte, tu le fais dans un endroit, tu le fais de façon rémunérée ou non, tu le fais envers un certain public.
ça n'a aucun sens déjà de dépolitiser l'art, en fait. Enfin, l'art est politique. Donc ça, voilà, on met ça de côté. Ensuite, effectivement, il y a une injonction à ne pas importer des conflits internationaux beaucoup. Mais en fait, c'est pas exactement ça. C'est ne pas importer des conflits dont l'État ne veut pas qu'ils soient importés. En gros, quand c'est pas des blancs. Non mais désolée parce que moi j'ai l'impression que j'ai un exemple super précis à l'Opéra de Paris quand il y a eu l'invasion de la Russie en Ukraine. En 48 heures, top chrono, on avait une collecte de vêtements, une collecte de nourriture, de je sais pas quoi. On était en lien avec les danseurs du ballet de Kiev. Et une semaine après, ils étaient là à l'opéra, ils avaient un studio, ils avaient des vestiaires, ce qui est formidable. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu Gaza? Voilà. On attend encore. Donc c'est pas que l'art ne s'investit pas sur le terrain politique, c'est que l'art s'investit sur le terrain politique quand c'est en accord avec l'État. Et c'est là où ça devient compliqué, du coup, quand les artistes essayent de faire bouger les choses depuis leur perspective, depuis leur place à ce niveau-là. Parce que déjà, il y a les artistes et les artistes. Il y a ceux qui ont 3 baraques et ceux qui ont des heures à faire et seulement 200 sur les 507 qui sont faites, etc. Et c'est vachement dur, bien sûr, de mettre en jeu en fait certaines choses pour ça. Et c'est pour ça que moi je pense, mais si qui que ce soit n'est pas d'accord, vous me dites et voilà, j'en suis là dans mes réflexions. J'ai l'impression que dans l'art, contrairement à énormément d'autres terrains de lutte, en fait, on doit compter sur le haut. Ça ne doit pas venir de la base, dans le sens où on veut non pas ériger les gens d'en haut comme des alliés, mais comme des outils en fait. Dans le sens où si sur Canal+, les médias, les acteurs, les danseurs, les chanteurs, l'Olympia c'est Bolloré, les médias c'est Bolloré, ça implique les artistes dedans. En fait, si le gars qui fait, du son sur une prod de Canal commence à dire « Bah non, moi je veux boycotter ou je me mets en grève » et qu'il est tout seul, c'est compliqué en fait. Parce que c'est pas des gens qui vont être virés, ça va pas être dit, c'est juste des gens qui vont pas être renouvelés. Moi, ça a été mon cas, par exemple, mon contrat à l'Opéra de Paris, il était en CDD, j'ai fait 7 ans en CDD. Oui, je sais, c'est illégal, mais ils ont trouvé un moyen de le faire. Donc j'ai fait 7 ans en CDD à l'opéra. En fait, du jour au lendemain, comment je peux après dire s'il se passait quoi que ce soit par rapport à mes engagements, que en fait c'est parce que j'avais des engagements, je ne sais pas. Peut-être que juste je saute plus assez haut, je ne tourne plus assez bien, je ne sais pas. Voilà, donc il y a ce problème dans le milieu de la culture et où je pense qu'il faut qu'on soit malin et maligne sur comment, et avec patience, avec compromis aussi, ça c'est vrai, utiliser les gens qui sont mieux lotis que nous en fait, parce que ces gens ils ont des plateformes, ils ont des moyens et surtout, même si c'est extrêmement injuste, ces gens ne sont pas écoutés de la même façon. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, un jour, avant, quand j'avais pas encore défini cette stratégie, par exemple sur Instagram, je peux, poster une photo de manif et puis écrire un récit en légende. Il y a personne dans la sphère artistique qui allait le lire, le commenter ou le liker. Pendant les révoltes suite à l'assassinat policier de Naël, j'ai mis un texte bien énervé, mais j'ai mis une photo de moi en tutu. Et c'est là où on se dit, ils sont pas si futés que ça, des fois. En fait, ça a marché. Du coup, les danseurs ont partagé. Écoutez, si vous voulez que je mette des photos de moi en tutu pour dire que la police tue, je le fais. Mais... Mais donc voilà, du coup, ça c'est ce que je pense par rapport à comment on investit un peu nos milieux, comment on investit les luttes par nos milieux. Je pense que ça soulève aussi une autre question
qui est que quand même, là, particulièrement au sujet de Gaza, on a quelque chose quand même de très glauque qui est en train de se passer, même si je ne jette pas la pierre, je le comprends, je le fais moi-même, mais c'est qu'on est en train d'aller chercher de l'empathie chez les uns et les autres par secteur. C'est-à-dire que les journalistes se réunissent pour les journalistes, pour dire, regardez, il y a des semblables à nous qui se font tuer. Les médecins le font, les acteurs le font, bref, des professions. Mais là, ça pose un problème, cette chose. Il faut le faire, c'est vrai, puisqu'il faut tout essayer là. Là, concernant la Palestine, moi, je prends tout. Je sais pas vous, mais je prends l'inutile, je prends le petit, je prends le grand, voilà. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait des chômeurs? Qu'est-ce qu'on fait des prisonniers? Qu'est-ce qu'on fait des retraités? Qu'est-ce qu'on fait des hommes, je sais pas, qui sont là, qui rentrent pas dans la catégorie de femmes et enfants? Est-ce que aussi il faut qu'ils se fassent génocider? Non. Donc, on a en fait 3 trains de retard. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, parce qu'on en est encore à devoir chercher de l'empathie pour en fait, voilà, comme ce que je disais par rapport à l'Ukraine, hein, ce truc de ils roulent dans les mêmes voitures que nous, bah là, en Palestine, bon, ceci dit, ils ont des voitures similaires, mais bon. Mais bon, il y a ce truc de pas s'identifier et qu'en fait, globalement, tout simplement, je pense qu'il y a vraiment un truc où ici, depuis l'Occident, les gens s'identifient en fait plus facilement à l'oppresseur, au colon, à l'Israélien en fait. Et c'est vrai que c'est un truc qu'il faut arriver à faire et qu'on aurait dû arriver à faire déjà il y a 2 ans, déjà il y a 10 ans. Mais bon, on en est là, donc on va pas s'apitoyer. On va continuer à essayer. Il y a des choses qui bougent. Moi, j'ai pu le voir quand même un petit peu au niveau de mon collectif. Par exemple, il y a des tribunes qu'on a essayé de faire passer dans Libération, dans Le Monde, il y a 1 an et demi, où il y avait les mots génocide et boycott dedans, qui ne passaient pas. Là, il y a 6 mois, elles passent. Et puis là, il y a 1 semaine, il y a 1500 film workers qui ont signé une tribune appelant au boycott. Ça, c'est quand même... Il y a des choses qui avancent. Mais voilà, ce qui est juste inquiétant, c'est qu'à mon premier voyage en Palestine, c'était le genre de choses que, par exemple, les Palestiniens allaient me dire... Enfin, les Palestiniens, c'est une société, ils sont tous différents. Il y a autant de gens que d'avis, bien sûr. Mais j'étais restée un bon moment la première fois. Et on me disait plutôt ce truc-là de... bah non, mais parlez-en, venez, appelez au boycott. Mais ça, c'était avant le génocide à Gaza. Quand j'y suis allée l'année dernière, on m'a dit, là, il faut que vous soyez radicaux et que vous ayez bloqué les entreprises d'armement, que vous arrêtiez les bateaux, etc., etc. Et nous, on en était au step d'avant, que de juste en parler. Donc oui, on a 3 terrains de retard, mais on ne peut pas lâcher. Il faut essayer, il faut le faire dans nos secteurs sans que ça nous empêche de rester enfermés aussi. Moi, bien sûr, je ne milite pas non plus que à travers mon truc d'artiste. Je me pointe sur des blocages, sur des manifs, sur des trucs, des machins. Comme nous toutes et nous tous ici, je pense. Voilà. Si j'ai dans cette thématique du traitement du corps autre, justement, comment on se saisit de cette narrative-là et pour faire en sorte qu'en fait, nous aussi, dans les espaces qu'on milite, dans notre histoire, on ne soit pas dépossédé de ça et on soit en capacité de la politiser et de la travailler. Un de mes mots d'ordre, c'est que le savoir est une arme. Ça fait maintenant 5 ans que je travaille pour la Fondation pour les moyens de l'esclavage. Un des plus gros épisodes de cyberharcèlement que j'ai eu, c'était sur la question sur le bicentenaire de Napoléon. J'ai juste rappelé un truc factuel, le fait qu'il a rétabli l'esclavage et qu'on est les seuls au monde à avoir rétabli l'esclavage. Et en fait, du coup, je me suis pris une grosse vague de cyberharcèlement, de « Oh mon Dieu, mais comment oses-tu parler comme ça de Napoléon ?» C'est les faits, quoi. Mais en fait, force est de constater que beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne veulent pas le savoir. Et en fait, il y a un espèce de roman national qui nous est imposé, une manière de présenter l'histoire où on efface les corps non blancs. Donc, par exemple, la question des tirailleurs sénégalais dans tout ce qui est les guerres mondiales, etc. On efface les femmes, on efface les minorités de genre, etc. Et du coup, mon combat, en tout cas ma petite échelle, c'est de remettre ces personnes-là en avant et de rappeler en fait que l'histoire, ça nous appartient à tous et toutes et qu'on a besoin de la connaître pour déjà ne pas reproduire, même si force est de constater qu'il
il y a beaucoup de choses qu'on reproduit. Voilà, la fascisation, tout ça. Bon, je sais pas si tout le monde a bien écouté en cours d'histoire, mais j'ai pas l'impression des fois. Euh, donc c'est important de connaître pour pas reproduire et qu'on nous raconte pas n'importe quoi aussi parce que il y a énormément de contre-vérités qui sont érigées ne serait-ce que sur l'esclavage ils ont vendu leurs frères de machin on met un esclavage contre un autre, etc. Donc c'est important de savoir les faits et de savoir ce qui s'est passé. Pour la question de représentation, enfin moi je trouve que c'est personnellement ça m'a aidé en fait dans mon propre parcours de m'identifier à des personnes qui me ressemblent et qui ont combattu pour des causes notamment antiracistes, anticolonialistes que je combats aujourd'hui, mais qui ont fait ça avant en fait, il y a déjà eu des écrits, on va parler de la question de la transmission, il y a déjà eu des écrits, il y a déjà eu des films, etc. Et tout ça c'est important de savoir, mais en fait en vrai, on n'invente pas, on réinvente pas les manières de lutter en réalité. Et pour moi, c'est important de savoir du coup comment ça a été fait dans leur époque, reprendre certaines manières de militer, parfois reprendre, innover aussi, etc. Pour mieux agir aujourd'hui. Après, la représentation, ça suffit pas. Parce que ça veut tout et rien dire. Je pense que des femmes noires de droite doit y en avoir, il y en a eu. Je m'identifie pas, je m'identifie pas à elles, mais néanmoins, moi j'ai des petites sœurs par exemple, je vois que je sais pas, le fait de rien que de moi-même prendre la parole politiquement, c'est quelque chose qui les a elles-mêmes inspirées et je le vois ne serait-ce que quand je vais dans les classes, un truc toujours à chaque fois que je me présente, je dis prénom, voilà, je m'appelle Lorraine, Lolo, généralement je dis mon âge, 27 ans, machin, et on me dit à chaque fois tu viens d'où, et pas tu viens d'où dans le sens quel pays, mais tu viens de quel département, tu viens de quelle ville. Et quand je dis ouais j'ai grandi à Clichy-sous-Bois et j'étais à Fos et tout, ah mais comme moi, ah mais t'as eu ma prof à Fos, ah mais trop drôle. Et en fait le rapport il est pas du tout le même, et je trouve que dans les espaces de pouvoir, notamment de prise de parole aussi, c'est important d'avoir de la représentation aussi, mais c'est important de se sentir légitime et de se sentir bienvenu. Et pour moi, ça passe aussi par ne pas se sentir un corps étranger, justement, dans un espace, et d'avoir des personnes aussi, parfois, qui jouent un peu le rôle de grands frères, grandes sœurs, pour nous épauler, nous raconter leur expérience, comment elles ont fait pour lutter contre le sexisme dans un conseil municipal, comment elles ont fait pour lutter contre le sexisme contre le racisme dans leur profession, etc. Et donc voilà, pour moi, ne serait-ce qu'exister et permettre à d'autres de rejoindre la lutte, de les épauler, de donner des conseils, de juste aussi être là, faire bloc, parce que moi, je dis très souvent, il y a un truc qui me tient à cœur en politique, c'est qu'on me dit toujours, ouais, rejoins un parti, rejoins ceci, ou viens dans telle organisation, on va faire ci, machin. Moi, je dis, je viendrai pas tant qu'il n'y a pas au moins 1500 personnes qui me ressemblent et et qui peuvent m'accueillir, en fait. Parce que j'en ai marre moi, j'en ai vraiment eu marre, et c'est pour ça que je me suis tournée plus vers le journalisme que la politique au sens propre. J'en ai eu marre d'être la angry black woman de la salle, c'est-à-dire la femme noire en colère, où tu es là, face à des hommes blancs de 50 ans, qui te sortent le même discours, les mêmes machins, et toi, tu es là toute seule en mode... Raciste, ne pas se comprendre. Et donc, toi, tu es là toute seule, tu t'essayes d'avoir tes petites revendications, mais tu es toute seule, en fait. Et en fait, il faut qu'on soit plusieurs qui portent les mêmes messages dans ces organisations-là, ou ailleurs, ou même dans les médias, etc. Parce qu'en fait, plus nos voix ont de l'écho, plus on sera entendu, et plus le rapport de force sera équilibré, en tout cas, ou en tout cas sera moins lourd à porter sur le dos d'une seule personne. Moi, j'ai double scoliose, puis je peux pas porter tous les malheurs du monde sur mon dos, donc on a besoin d'être plusieurs, et je sais qu'on l'est en plus, mais il y a un réel travail à faire dans ces organisations-là pour que les profils qu'on voit peu, qu'ils soient en termes de classe sociale, en termes de genre, en termes de race, en termes d'orientation sexuelle aussi, tout ça, faut qu'on soit là, et qu'il faut qu'on puisse porter nos voix, et qu'on soit entendu, et qu'on puisse appuyer sur le rapport de force au maximum, pour que ce soit plus une exception, mais que ce soit la norme, en fait, qu'on soit là, et qu'on soit les bienvenus, et parce que même si on ne fait pas notre place, on va la faire tout seul. Yeah! Merci Lorraine.
Merci Lorraine. Effectivement, c'était aussi ça, en fait, replacer notre histoire dans le roman national. Sauf que la narrative en ce moment, c'est pas du tout ça. Et comment on fait justement pour investir ces milieux politiques et pour y rester et puis surtout pour rappeler que cette narrative qui bascule un petit peu tous les jours, c'est aussi contre nous en fait, contre le corps autre. Oui. Si je peux me permettre, je vais rebondir sur des choses qui ont été dites parce que je trouvais ça vraiment super inspirant. D'abord, ce que tu disais sur l'empathie et la raison pour laquelle il faut aller chercher l'empathie secteur par secteur, ça renvoie à la fonction structurelle du racisme. C'est-à-dire parce que ça se construit en fait. C'est une construction sociale qui empêche de s'identifier à d'autres êtres humains qui sont en train de subir un génocide parce que c'est notamment à ça que ça sert. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super inspirant et ça... c'est impressionnant en fait le travail notamment des artistes parce que je trouve que du coup il y a cette dimension-là de l'art et de ce que vous faites pour aller chercher chez les humains en fait ce qui permet qu'on se voit l'un l'autre et du coup je voulais te remercier et remercier celles et ceux avec qui vous bossez parce que je trouve que c'est une manière de prendre cette bataille-là pour notre humanité commune d'une manière universelle en fait et qui est extrêmement puissante du coup. Donc parce que comme tu disais, ouais, on a 3 trains de retard, etc. Oui, bien sûr, mais voilà, c'est inestimable ce que vous faites. Et je vais rebondir aussi parce que quand tu parlais du fait de la question de la représentation, et j'y arrive, ça m'a fait penser à une phrase d'une universitaire afro-états-unienne qui s'appelle Roa Benjamin, qui a fait un super discours il y a 1 an et demi ou 2 ans. Elle recevait un diplôme honoris causa de son ancienne université. Elle a fait, je vous invite vraiment à l'écouter. Et il y a une formule en fait où elle dit « Black faces in high places are not going to save us ». Elle dit en fait les visages noirs dans des hautes sphères ne vont pas nous sauver. Elle donne plein d'exemples notamment en fait l'ambassadrice des États-Unis qui c'est celle qui a levé la main à chaque fois qu'il fallait dire le veto pour le cessez-le-feu et elle donne aussi l'exemple d'une mère afro-états-unienne qui met en place la politique, la Cop City politique, etc. C'est vraiment, et ce discours il est magnifique en plus du coup, mais qui dit en fait la représentation si c'est juste pour afficher des visages qui vont perpétuer en fait toutes les formes d'oppression, en fait, ça fait pas avancer ce pourquoi on défend, ce qu'on défend. Après, parce que souvent, c'est un argument qui sert aussi, notamment dans nos milieux de gauche, pour pas faire l'effort de se poser la question pourquoi, y compris moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée, pourquoi il a fallu attendre Sarkozy pour que vous ayez une femme arabe qui soit garde des Sceaux, pour que vous ayez Ramayadeh. C'est une honte, en fait. C'est une honte. Et que la gauche, elle a été en retard de ça, parce que la gauche, elle est traversée aussi par les structures de domination. Vous en rajoutez les rapports de pouvoir, de place, etc. Parce qu'on peut se dire antiraciste, féministe, en théorie. Dans la pratique, quand il faut faire la place, ça veut dire qu'il y en a qui n'auront pas la place. Et donc, c'est aussi cette bataille-là. Et tu demandais, en fait, comment on fait, comment on tient. En fait, on tient pète, quoi. Moi, je vous parlais d'il y a 20 ans, quand j'ai commencé à militer, je veux dire, des tribunes 100% meufs politiques, ça n'existait pas, en fait. On était encore à des tribunes où ça a posé problème à personne, y compris même à moi, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à militer, j'arrivais dans ce milieu-là, etc., où il n'y avait que des mecs, et des mecs blancs, la cinquantaine, 6, a priori 6, etc. Donc, c'était... Et donc, en fait, c'est cette bataille-là, et je sais pas si tu disais au début sur le fait que c'est pas parce qu'il n'y a pas des Noirs, en fait, ou des personnes racisées. C'est que, on n'a pas été inventé il y a 2 jours, quoi. Tu parlais même d'histoire de la France, donc c'est juste parce que les gens, en fait, ils s'en vont, en fait. Ils sont mal accueillis, ils ne sont pas bienvenus. Et c'est une bataille constante pour continuer à exister dans des espaces qui te sont hostiles. Surtout quand,
a priori, tu dis, ben voilà, je me tourne vers des organisations, qu'elles soient politiques, syndicales ou associatives, de gauche, qui prétendent voilà, d'être antiracistes, féministes, etc. Et je me prends une violence symbolique, voire voilà, des violences physiques, morales, etc. Voilà, c'est d'autant plus grave. Et tu vois, là, je venais, en fait, c'est la première fois que je reviens à la fête de l'UMA depuis que c'est ici, dans le 91. Et moi, quand j'ai commencé à militer, c'était pas trop ma culture, en fait. Moi, je suis arrivée du bled à 10 ans. En fait, je suis née au Gabon. Donc, c'était pas l'écosystème de la gauche traditionnelle blanche. C'était pas trop mon truc. J'étais pas trop acculturée à ça. Donc, je suis arrivée ici à la fête de l'UMA. Et en fait, quand j'y repense, je me suis jamais sentie chez moi, alors que voilà, j'étais militante de gauche, etc. Et en fait, aujourd'hui, en fait, un des problèmes de la fête de l'UMA, c'est que ça a été longtemps, en fait, c'est toujours encore aujourd'hui, la fête de la gauche blanche, en fait. Quand tu regardes, même encore aujourd'hui, là, il y avait l'Agora des forces de gauche. Il y avait une meuf, bon, voilà, c'est un peu toujours la même. Alors, il aurait pu y avoir Mathilde Panot pour faire deux, mais en vrai, et que des blancs, quoi. Et en fait, mais ça me fait honte. Je parle de la fête de l'UMA, mais j'aurais pu parler des amphis, de la France Insoumise, et où ça me fait honte, en fait. Ça me fait honte que, du coup, parce que ce qu'on renvoie de la gauche, c'est ça, et c'est ça que voient des millions de gens qui sont d'accord avec les idées, qui vont même peut-être voter pour nous, certainement, mais en fait, qui se sentent pas de venir là, en fait. Enfin, moi, je disais, j'ai commencé à militer sur les problématiques altermondialistes. Il y avait un peu d'antifascisme, puisque c'était notamment la question de la lutte contre le FN. Mais je veux dire, la question antiraciste en tant que telle, c'est pas par là que je suis arrivée, en vrai. Moi, je suis arrivée les questions internationales, etc. Ni la question féministe. Et j'aime raconter que je suis devenue noire en militant dans des espaces blancs où j'étais, c'était il y a 20 ans, la plus jeune, souvent, seule, meuf, renoir, etc. Et en fait, c'est dans le militantisme où à bout d'un moment, en fait, moi, j'allais dire, je ne sais même pas comment j'ai pu réussir à continuer à être dans ces espaces-là, et que les camarades que j'avais en face de moi, en fait, ils m'acceptaient, et pour eux, en fait, c'était normal que je sois là, mais ils ne se rendaient pas compte. Et à un moment donné, je me rappelle, c'était à l'époque des bagarres sur la question de l'exclusion de filles voilées, et tout ce débat-là qu'il y avait notamment à l'extrême gauche. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, en fait, je leur ai dit, mais en fait, vous vous rendez pas compte que moi, en fait, je suis noire, et que, en fait, votre position là, en fait, vous voyez pas que, en fait, pour moi, il y a un eux et nous, en fait. Et c'était la première, enfin, c'est vraiment pour moi la première fracture qui s'est créée, de me rendre compte qu'en fait, ces gens-là, ils ne me voient pas dans mon identité. Et en fait, du fait que c'est pas juste une question de taux de mélanine, etc. C'est une identité. Et pour moi, voilà, ça a été ce moment-là, et ce moment un peu de rupture. Et c'est là où je dis, en fait, je suis devenue noire dans ça. Et j'ai dû aller chercher à l'extérieur de mon écosystème, qui était pourtant, enfin, l'extrême gauche, marxiste, léniniste, tu vois, on connaît tout sur la révolution russe, on connaît tout, voilà, Et en fait, l'histoire, par exemple, de la révolution haïtienne, qui est l'histoire de la France, c'est la première république noire révolutionnaire, l'histoire de Claudia Jones, une communiste. Alors, tout le monde connaît Angela Davis, très bien, mais cette histoire-là des communistes noirs, etc., j'ai dû aller la chercher outre-Atlantique, en fait, pour me construire aussi et consolider cette identité-là. Donc voilà, il y a ce besoin-là, en fait, d'aller chercher aussi des choses qui vous donnent de la force mentale, et qui t'inspirent et qui t'enrichissent et que tu apprends. Et effectivement, le fait qu'à un moment donné, de se battre dans les organisations pour que ce soit pas une chance ou un hasard que vous soyez là, entouré de blancs. Je me rappelle une discussion qu'on avait eue, c'était au groupe parlementaire. En fait, je leur ai dit, mais en fait, moi, j'en ai marre d'être la seule noire, en fait. Vous vous rendez pas compte, j'en ai marre d'être la seule noire dans cet endroit.
J'en ai marre d'être voilà, la seule à devoir vous rappeler des trucs que vous voyez pas. En fait, ça me. Donc voilà. La charge Et donc, raciale. du coup, voilà. Et, et c'est pas bon. Après, c'est pas juste une personne, mais c'est aussi le mouvement, le fait que je vais terminer par là parce que je pense que ce qui nous a fait avancer, nous, même si on n'est pas assez et voilà, c'est une bataille constante, c'est aussi le fait qu'il existe des mouvements en tant que tels autonomes. Quand tu parlais du fait d'être apartisan, alors moi, je suis dans un parti, dans un mouvement et donc je défends ça, mais je vois que l'expérience, c'est que c'est les mouvements et l'auto-organisation en fait des personnes concernées qui ont bousculé en fait les organes. D'abord parce que il y a eu des luttes. Je pense que la bataille du collectif Adama, la bataille des collectifs contre les violences policières, parce que voilà, ça répondait à une question de survie, de protection, enfin tout ce que portent ces luttes-là. C'est ça qui a fait en fait bousculer, y compris dans mon espace, dans mon organisation, les gens quoi. Et parce que je pense que les camarades, à un moment donné, bon, tu peux avoir la théorie et dans la pratique, tu es confronté, tu deviens député, tu es un mec blanc, tu deviens député du 93 et en fait, tu te rends compte les gens qui votent pour toi, voilà, ils sont racisés et même il y en a qui portent le voile et qui viennent te voir et c'est pas je ne sais quoi de ce que tu t'imaginais avec ton passif un peu laïcard, que c'est juste, voilà. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qui fait avancer, c'est pas juste les individus dans les organes, même si il faut y être. S'il vous plaît, venez donner le coup de main, que ce soit, et je dis aussi bien organisation politique que syndicale, que associative, parce que c'est vrai sur tout le spectre de la gauche et dans toutes ses formes, mais que ce qui est certainement les éléments les plus fondamentaux, c'est l'auto-organisation des concernés et le fait de bousculer les organisations. Et je pense que c'est comme ça que les personnes dont on est les héritiers et héritières aujourd'hui ont gagné sur tous les fronts. Je ne refais pas l'histoire des luttes des femmes, des personnes LGBT, etc. Il n'y a que comme ça, en fait. Donc, rapport de force, quoi. Yes, merci. Merci beaucoup, merci pour ce discours-là. J'en profite d'une petite parenthèse. Maman a réussi à nous rejoindre. Yes, merci beaucoup. Merci. Parce que vraiment, je ne fais pas partie des intervenantes, je ne raconte pas mon histoire, mais chaque mot que tu as dit ont vibré sur un parcours de presque 20 ans de militance et donc je comprends exactement ce que tu dis. Et donc, je parlerai de moi plus tard, pendant une keynote et un texte. C'est ça. Comment on se sent légitime dans nos parcours? Comment dans tout ce qu'on vit, on prend ces espaces, on pose notre voix et comment notre voix, elle est légitime? Comment on fait en sorte qu'on peut être un token femme, un token minorité de genre, un token femme racisée? Pourquoi on est obligé de rajouter toutes les lignes sur une carte de visite pour rendre notre voix finalement intéressante? Excellente question. Avant ça, je vais faire une petite digression pour revenir sur ce qui a été dit plus tôt et vous partager des observations parce qu'en fait, moi, j'ai cet avantage qui est un peu peut-être lâche de ma part de ne pas y aller frontalement. Enfin, si, j'y vais frontalement. Hein. Ça, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. J'ai pas peur de dire les choses, même si parfois, j'ai des camarades que ça fâche. Je dis ça pour les filles, mais pas que, parce que tout le monde croit que je suis verte. Et le lendemain, tout le monde croit que je suis France Insoumise. Et après, ils croient que je suis sauce. Et tout le monde est là, merde, putain, mais qu'est-ce qu'elle fout, Léa? Elle a critiqué un tel. Donc ça veut dire qu'elle est peut-être plutôt chez les verts. En fait, je suis de nulle part. D'artistes, les artistes, on n'est pas au-dessus, on n'est pas mieux que les autres. On a juste des plateformes qui sont différentes. Et j'ai pensé qu'il était temps peut-être de l'utiliser. Non pas sans conséquences aussi sur ma vie professionnelle, mais ça, j'ai même pas envie de m'étaler dessus, c'est pas le sujet. Du moment que j'ai pas de regrets, je pense que c'est OK. Et donc, on a co-créé avec des camarades un collectif qui s'appelle Artistes pour la Palestine. Notre utilité, celle qu'on essaye de se donner dans le paysage militant et directement en pensant à la Palestine, c'est en fait diffuser les directives du PACBI. Je pense cette liberté qui m'est très, très, très importante pour moi. J'adhère à certaines idéologies, mais parfois, j'adhère pas toujours aux pratiques. Et c'est en ça que je pense qu'il est important aussi d'avoir pas un rôle de vigie, parce que ce serait très
Ouais, très prétentieux de ma part, mais en tout cas, garder voilà, suffisamment de distance avec le monde politique pour continuer à le critiquer, même si parfois c'est des camarades. Je dis ça parce que, du coup, pour vous donner un exemple, la NUPES se crée en 2022. Pam, 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 les partis de gauche arrivent à se unir. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. Ok, super, tout le monde est super content, machin. Et moi, là, j'observe en fait que il y a eu beaucoup de sacrifices. Pas mal de personnes qui ont été sacrifiées parce que forcément, il fallait faire des choix, il fallait placer des SOS là-bas, il fallait placer des personnes de FI là-bas, des écolos là-bas, etc. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que la majeure partie des personnes qui avaient été sacrifiées étaient souvent des jeunes femmes racisées. Et j'ai dit ça. Et ça n'a pas plu. Je me suis pris un shitstorm. Quoi tu veux faire perdre la gauche? Alors ça quand même accordé beaucoup d'importance, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, ok. Alors si vous foirez, c'est peut-être pas que de ma faute. Mais bon, posez-vous les bonnes questions. Et en fait, là, j'ai fait juste un tweet. Twitter me manque. Bref. Je suis replongée un peu, je vous cache pas. Pas facile. J'ai juste fait un tweet avec ce constat. Et en fait, outre le fait de m'en prendre plein la gueule, voilà, c'était pas la première et la dernière, j'ai reçu beaucoup de meufs qui m'ont écrit en DM en me disant en fait merci. Et merci parce que moi si je le dis, je me fais défoncer. Et j'ai eu plein de témoignages de meufs qui m'ont écrit en me disant ouais, effectivement, on m'a dit ta circo que tu étais censé avoir, finalement c'est Jean-Jacques qui va l'avoir parce que comme Jean-Jacques, il est assez proche d'un tel et qu'il milite depuis longtemps et qu'en plus de ça, il a quand même plus de chances de gagner, on va te mettre dans le 16e. Super. Alors c'est un exemple comme ça, mais voilà. Parce que justement, au-delà du fait, on en avait vachement parlé aussi quand j'ai écrit un livre sur la place des femmes en politique et c'est aussi à cette occasion que j'ai pu rencontrer plein de super femmes et notamment Daniel. Je connaissais Lorraine déjà, mais Daniel, c'était à cette occasion-là. Et je me souviens qu'on avait parlé justement du comment on se maintient dans un environnement aussi hostile. Et on en avait déjà parlé à cette époque-là, c'était il y a déjà 5 ans, je crois, ouais, même plus 6. Donc voilà, ça veut dire que les choses, finalement, hélas, on répète, tu vois, des sujets. On n'a pas encore tout à fait trouvé la solution, mais je pense que le fait de faire nombre est effectivement fondamental. Le fait aussi de se serrer les coudes un peu entre nous, j'ai envie de dire, parce que c'est pas forcément évident. Et moi, j'ai pas envie de serrer les coudes de toutes les meufs qui se disent féministes et compagnie, hein, je vous le dis clairement. Je suis pas dans la sororité. Je suis désolée de le dire comme ça, c'est un peu violent, mais pour moi, c'est un peu une fiction politique. En tout cas, la sororité, elle a ses limites quand ça arrange certaines et pas d'autres. Elle est pas pour tout le monde, clairement, surtout dans certains milieux. Donc, j'insiste là-dessus. Je pense, faire mon taf quand je peux placer des copines, quand je peux visibiliser des personnes qui me semblent porter quelque chose de nouveau et avec l'espace que j'ai, c'est une chose. Donc c'est aussi ça. Et donc être légitime, déjà, pour être légitime, c'est se dire qu'on n'est pas moins bien que qui que ce soit, en fait. Ça, c'est fondamental et on a toutes et tous le droit d'avoir une opinion. On a toutes et tous le droit de la partager. Et franchement, moi, je me rends compte à quel point, et notamment les femmes et toutes les personnes socialement dominées, à quel point on les a enfermées et exclues de la décision publique en leur disant mais de toute façon c'est pas fait pour vous, vous y captez rien. C'est vraiment ça, hein. Je veux dire, il y a pas si longtemps, il y avait le président du groupe Ensemble, je sais plus quoi, Renaissance ou En Marche ou machin, bref, faut suivre, qui et Gilles Legendre qui avait dit mais genre texto devant une caméra, les Français ne nous ont pas compris. Nous avons été trop subtils. Mais de quoi tu parles? Non, en fait, vous êtes en train de nous la faire à l'envers et tout le monde est conscient de ça. Genre conscient de ça, donc il n'y a pas de sujet. Et donc, arrêtez de prendre les gens pour des cons, ça ce serait déjà un peu la base, mais c'est clairement pas eux qui vont le faire. Donc, il faut vraiment se saisir de ça. Il faut se saisir de tous les moyens qu'on a. Tu disais, le savoir, c'est une arme. Effectivement, c'est une arme. Donc, si on est là, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de donner des clés de compréhension de la politique et de ce qui se passe derrière, et des bisbilles et autres, mais aussi de rappeler, mais tous les jours, qu'en fait, les décisions politiques, c'est des décisions de vie ou de mort sur nos vies. Et personne d'autre ne doit choisir à notre place. Et donc ça, c'est fondamental. Il faut se réapproprier ça. Et peu importe... En fait, on n'a même pas besoin d'avoir de légitimité. On est là, point, on est légitime. C'est tout. C'est très difficile à porter dans des milieux qui sans cesse vous excluent, qui sans cesse vous font croire que vous n'êtes pas légitime. Moi, je me suis amusée.
Et c'était pas facile à faire des plateaux télé dans les médias un peu, voilà quoi, hein. BFM TV, LCI, gna gna. Alors déjà, tu débarques en plateau, t'es la seule meuf, tu «Bonjour, salut Michel, salut Jean-Louis», que des vieux mecs. Alors déjà rien que ça, wouh! On sent déjà pas légitime en fait, rien que ça. Et puis, le mépris. Alors on dit un truc, on nous reprend en disant de la merde. Je dis: «Ah bah non en fait», bref. Moi je me suis quand même retrouvée en plateau, je suis journaliste politique, j'ai fondé un média qui est reconnu service de presse, face à l'ancien ministre de l'économie, Antoine Armand, qui me dit: «Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes militante», alors que je citais un rapport de France Stratégie, qui est une organisation qui est rattachée à Matignon, alors pas le plus gauchiste, hein, clairement. Et enfin, des choses aberrantes. Donc, on est sans cesse en train de et c'est encore plus vrai lorsque on situe de là où on parle. Moi, par exemple, je ne cache pas le fait que je suis, je pense, de gauche. Peu importe ce que ça veut dire, mais en tout cas, j'ai le sentiment d'être plutôt à gauche qu'à droite, clairement. Et je ne suis pas ni de gauche ni de droite, parce que ça veut dire être de droite. Voilà, je me situe. Et je trouve que c'est important de se situer. Et en fait, je pense que même sur un plateau de CNews, il aurait jamais dit ça à un journaliste de CNews. Jamais il lui aurait dit « vous êtes un militant ». Alors que c'est le pire militant de la pire des choses qui existent aujourd'hui en France et qui en plus est en train vraiment de déconstruire le peu qu'on a pu créer, de faire société collectivement. Bref. Donc vraiment, c'est pas facile. Il faut être là, il faut tenir. Et je pense que le seul moyen de tenir, c'est effectivement en ayant plus de personnes qui soient là. Moi, par exemple, la première fois que j'ai fait un plateau sur BFM TV, il y avait Rokhaya Diallo qui était là. Et c'était trop bien, parce qu'elle était là. Et elle m'avait dit, non mais t'inquiète et tout, ça va être cool et tout. Bon, c'était pas cool. C'était un peu exagéré. Mais ça va, c'était pas si mal en vrai, parce qu'elle était là. J'y suis retournée après, elle était pas là. C'était bizarre, quoi. Mais donc, il faut ça. Mais vous imaginez pas ce que ça veut dire aussi pour ces meufs-là, quoi. Essuyer les plâtres, être là avant tout le monde, c'est ce que racontait Daniel. Voilà, c'est pas... Mais aussi, c'est fondamental. Donc, il faut dire le courage qu'elles ont. Il faut les remercier. Et il faut continuer. Il faut continuer à prendre notre place. C'est pas prendre la place, c'est prendre notre place et occuper ce terrain-là. Ce n'est pas évident. Il faut... Moi, je le vis pas toujours très bien, hein, je vous cache pas. Notamment lorsque je découvre un beau matin. D'ailleurs, c'était le lendemain de la victoire du NFP. Putain, j'avais vraiment les boules. J'étais super contente, genre ascenseur émotionnel. La veille, il y a le NFP qui remporte les élections. Bon, voilà, avec les résultats qu'on connaît, mais bravo néanmoins. Et puis, le lendemain matin, je découvre qu'en fait, je suis sur une liste de personnes à abattre d'une balle dans la nuque de l'extrême droite. Et c'est pas genre le petit Gugus du quartier qui fait un petit blog à la con. C'est des mecs qui sont financés et dont le site est hébergé en Russie. Il y a des enquêtes de Mediapart, ils sont armés, c'est sérieux. Donc c'est un truc qui vraiment fait froid dans le dos, quoi. Et c'était pas la première fois que j'étais menacée de mort. Mais là, vraiment, ça m'a un peu secouée. Donc ça veut aussi dire ça. Et je pense que c'est important qu'on le sache. Parce que c'est pas forcément évident tous les jours. On se dit beaucoup, c'est de l'intimidation, c'est vrai. Mais en fait, c'est gravissime. Et il faut prendre conscience de ça. Et personne des pouvoirs publics, c'est-à-dire que on aurait pu avoir, je sais pas moi, voilà, un communiqué de presse du ministère de l'Intérieur en disant que c'est des pratiques qui sont quand même pas acceptables. On était une liste d'une 60aine de journalistes à être visés. Enfin, la liberté de la presse en France, tout ça, on l'a fait vivre un peu, je crois. C'est un des piliers de notre démocratie et pour autant, personne n'a pris ça au sérieux. Donc voilà, il y a aussi la réalité que c'est de vouloir prendre sa place. Ça veut aussi dire faire face à cette violence du système. Et les choses, j'ai le sentiment, à la fois, on arrive à gagner du terrain, et c'est ça qui me rassure, qu'on soit là ce soir, qu'on discute, qu'on soit là à la fête de l'UMA, qui par ailleurs a programmé des agresseurs, etc., etc. Il faut qu'on soit là, et bravo, mais merci, on est là. Donc il faut pas il faut pas lâcher l'espace. Mais par ailleurs, donc on avance, c'est très cool. Mais par ailleurs, la réponse en face est d'une violence extrême. Et on n'a personne pour nous soutenir. Donc oui à l'auto-organisation, oui au soutien collectif, oui à tout ça, dans un système qui finalement est vraiment très, très violent. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Mamadou Kouré, je suis une Parisienne. J'ai grandi à Paris. C'est important de le dire parce que c'est en sortant de Paris que j'ai découvert que j'étais noire, en fait. J'ai lutté, je suis une militante féministe et je suis rentrée dans le féminisme par la lutte contre
les mariages forcés, l'excision, en fait, toutes les pratiques traditionnelles néfastes. Donc, dans une association qui s'appelle le GAMS, qui encourageait parallèlement toutes les pratiques traditionnelles bénéfiques. Donc voilà, ensuite, je suis devenue prof et mes parents étaient communistes sankaristes en fait. C'est-à-dire que pour moi, le communisme, c'était pas quelque chose que des Blancs avaient importé chez nous, mais c'était déjà un mode de vie, un mode de pensée qui existait. Et donc, naturellement, quand je suis arrivée à Montreuil, je me suis inscrite au Parti communiste et j'ai été militante au Parti communiste. J'ai découvert aussi que dans le Parti communiste, beaucoup de personnes racisées étaient entrées et sont ressorties aussi, comme Aimé Césaire, comme Amilcar, dont on fête les 100 ans aujourd'hui, le 12 septembre, comme tant d'autres. Et moi-même, je suis en train de me tâter à quitter parce que je ne me reconnais pas. Ils ont d'autres choses à défendre que les racisés, les minorités. Un peu comme quand les hommes disaient là, on est en train de faire la Révolution française, on s'occupe des ouvriers, on s'occupe voilà, on s'occupe des bourgeois, on verra après pour les femmes. Et c'est pareil pour les racisés, en tout cas au sein du Parti communiste. Et ça a été très très compliqué pour moi parce qu'en même temps, le discours c'était non, on est antiraciste, mais non, mais nous on a lutté contre la colonisation, on a aidé à la décolonisation. Mais c'est toujours, on est aidé en fait, c'est toujours très paternaliste. Et donc voilà, plus ça va, moins je me reconnais. Alors que quand je luttais auprès de féministes, alors beaucoup de féministes noires, pareil, c'est en France que j'ai découvert, en fait, auprès d'autres féministes, on a la Maison des femmes de Montreuil. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait un féministe blanc et qu'il n'était pas si universaliste que ça. Voilà. Donc, alors tu me demandais de parler de moi. Oui, alors, je suis l'élue aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations de Montreuil. C'est très, très dur. Parce que pareil, on est à Montreuil. Quand on parle d'extrême droite à Montreuil, c'est le centre droit. Donc, et à chaque fois que je mets sur la table les questions des discriminations, on me dit, mais maman, on est à Montreuil, on est de gauche. Voilà, j'ai dû expliquer qui était France Fanon. J'ai dû expliquer que j'entends du racisme anti-blanc. Et d'être toute seule, tout le temps, à ramer, à passer pour la râleuse, à expliquer que c'est pas normal, en tant qu'élue contre les discriminations, quand on met un refuge pour recevoir les LGBTQIA+, que je sois pas sur l'estrade à signer. Pourquoi il n'y a que des hommes blancs sur cette estrade ? Tout le temps, je fais tout un projet sur la précarité menstruelle que j'ai écrit. Et qu'est-ce qui passe à la télé ? C'est l'élu aux solidarités, parce que c'est lui qui a l'argent. Voilà, j'en ai plein des exemples comme ça, j'en ai plein. J'explique aussi que lutter contre la précarité menstruelle, c'est pas seulement le côté argent, il y a aussi tout le côté sociétal, il y a tout le côté formation des agents, j'avais fait quelque chose de complet. Ça s'est réduit. On a mis des serviettes hygiéniques gratuits dans les structures municipales. Mais non, il n'y a pas que ça. En fait, voilà, c'est tout le temps. Et donc, je suis la râleuse. Et j'en ai marre, en fait, d'être la râleuse. Voilà. Et j'en suis à me demander, est-ce que ma place, elle est là j'ai pas les moyens d'éduquer tout ce monde-là. J'ai pas les moyens et puis d'être écoutée. En fait, tout ce que je dis, c'est vérifié. Quand je parle de double peine des femmes victimes de violences, non, mais le terme double peine, je sais pas. Si, c'est ça qu'on utilise depuis. En fait, tout ce que je dis, on remet en cause mon expertise systématiquement.
Ils mettent en place une exposition sur l'excision. Bah, je suis concertée qu'au dernier moment. Donc, on voit des choses. Les femmes qui sont affichées, elles sont affichées toujours sous le. Comment dire elles sont affichées comme victimes qui écartent les jambes et des photos de femmes toujours en situation de victime. Alors que non, l'excision, si on en est là, si on a réussi à avoir des lois qui ont interdit, que ce soit dans les pays concernés, en France, si on en est arrivé à là où on en est par rapport à la lutte, c'est des femmes concernées qui ont lutté. Et c'est des femmes concernées qui vont amener des femmes à aller se faire réparer. C'est pas d'autres qui vont venir nous dire bah voilà, vous pouvez être réparé, il y a ci, il y a ça. Non. Et c'est ça, à chaque fois que j'ai du mal à faire comprendre, voilà, je suis même énervée là, mais c'est des choses qui me paraissent évidentes et on m'a jamais laissé la place de faire. Voilà. Avant de répondre à la question, parce que j'aime beaucoup parler, avant de répondre à la question, je vais juste rebondir sur plein de petites choses que vous avez dites toutes. Sur la déshumanisation des Palestiniens, pour moi, c'est un truc qui est central. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on disait oui, mais il y a des femmes et des enfants qui meurent, et alors on s'en fout des hommes, quoi. Ça a été constamment un discours qui a été là depuis le début. J'ai pas envie de jeter la pierre à personne ce soir, surtout qu'on est chez nous toutes, sororité, tout ça, mais voilà, des contenus qui ont pu être faits sur des supposées crises humanitaires sans citer le responsable génocidaire, moi je trouve ça ouf quand même. Mais voilà, ça c'est sur la question palestinienne, même si on pourrait disserter là-dessus des heures et des heures. Sur ce que disaient Lorraine et Daniel, sur la question de représentation, j'y pense parce qu'il y a les jeunes filles de GAV Média qui sont là, qui sont un média participatif de Corbeil-Essonnes. Et je sais que c'est des discussions qu'on a beaucoup eues avec elles sur parce qu'elles, c'est des apprentis journalistes qui ont fait leur média participatif grâce à c'est une autre super grande sœur qui s'appelle Céline. Qu'on a boosté et elles ont été à la rencontre de personnes avec qui elles avaient peur d'aller à la rencontre. Léna, elle a été sur France Culture, etc. C'est des lieux où normalement elles auraient pas dû être. Comme j'ai l'habitude de dire, le 9-1 c'est loin. Tout le monde rigole à chaque fois quand je dis ça, mais le 9-1 c'est loin. C'est loin de Paris. Et quand je dis que c'est loin, c'est que c'est pas que loin territorialement parlant, c'est loin culturellement, c'est loin sociologiquement, c'est loin physiquement. Enfin, il y a moi, quand je suis arrivée à Paris et que pourtant je parlais à des jeunes de quartiers populaires, entre guillemets, donc du nord de Paris et tout, il y avait des problématiques dont je leur parlais, ne prenaient pas en fait, parce qu'il y a des problématiques qui sont vraiment propres à la banlieue. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on a abordés. Et je suis d'accord que avoir une arabe au ministère, avoir une noire au ministère, en fait, concrètement, on s'en fout. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si tu es là et que tu reproduis les mêmes systèmes d'oppression qui ont été perpétrés avant, ben, ça sert à rien et c'est nul. Mais je reviens quand même sur ce que vous dites, c'est que moi, j'entends votre frustration, j'entends votre colère, j'entends votre tristesse et tout, parce que franchement, c'est pas facile ce que vous faites. Mais par exemple, moi, avec mon voile, je sais que je serai jamais élue. Je serai jamais élue, je serai jamais députée, je serai jamais maire. Et en fait, heureusement que vous êtes là, quoi. Parce que moi, je fais quoi sinon? Moi, je fais quoi? Parce que, en vrai, la jeunesse populaire, on pourra jamais compter et dire comme des grands trucs militants, ouais, non, on a 500 000 militants, ils sont là, ils sont réveillés et tout. Parce qu'en fait, moi, la moitié des personnes à qui je parle, de jeunes des milieux précaires et populaires, en fait, ils ont d'autres galères dans la vie que la politique. La politique, ça passe en 3e, 4e, 5e plan dans leur vie. Parce qu'ils doivent aider leur mère à faire les courses et parce qu'en fait, ils doivent choisir entre aller trouver un taf alimentaire en 35 heures ou pas tomber dans la stup. C'est des choses comme ça et c'est des réalités. Et en fait, les gens pensent que c'est exotique. Ouais, moi aussi, c'est la première fois que j'ai à la fête de l'UMA. Je suis désolée, les gars, mais moi, j'ai jamais vu plus blanc que blanc, quoi. J'ai vu un cochon qui était en train d'être au tir ce matin. Enfin, c'est pour vous dire le niveau de... C'est pas très écologie décoloniale.
Mais voilà, c'est des vraies problématiques. Et en fait, je me rends compte quand on discute même avec les décideurs de gauche, et c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est que il y a du boulot, quoi, les gars. Il y a du boulot. De base, quand je fais des tables rondes, je parle pas trop de moi, je parle de la structure et tout, mais je trouve que ça représente bien les problématiques. On m'a demandé, je sais pas combien de fois, si des décideurs de gauche, hein, qui m'ont demandé si c'était mon choix de porter le voile. Et en fait, on est en 2025, bientôt en 2026. J'ai 21 ans, je suis obligée de dire oui, c'est moi qui ai décidé. Voilà, personne ne m'a forcé. En plus, en l'occurrence, dans ma famille, ma mère, elle porte pas le voile, ma sœur, elle porte pas le voile. Enfin, c'est un choix personnel. Et c'est un truc de ouf que j'ai à leur expliquer constamment. En fait, on se retrouve dans les mêmes choses. Et donc, ce que je disais, c'est qu'en fait, on pourra jamais être comme les autres trucs militants. On dit, voilà, on a une base militante de tant de personnes. Parce qu'en fait, moi, quand avant d'aller à une réunion où les chefs de partis de gauche ils nous invitent pour discuter et dire ouais, c'est quoi les revendications des jeunes de milieux populaires et précaires, bah, j'ai passé 2 heures au téléphone avant avec des grandes chez moi qui n'ont rien à faire de la politique. Ouais, c'est quoi votre galère en ce moment, de quoi vous avez envie de parler, etc. Il y a des petites de chez moi qui ont peur d'aller faire du foot parce que elles ont peur d'être jugées. Enfin, tout ça, c'est des vraies problématiques, des vrais gens qui existent. Et ça rejoint ce que tu disais, Daniel, sur... pour moi, c'est un sujet énorme aussi. Et je suis désolée d'en parler. D'ailleurs, non, je suis pas désolée. Mais les députés qui investissent des circonscriptions et ils ne ressemblent pas à ne serait-ce qu'à la moitié des habitants de la circonscription, mais on est où en fait? On est dans quel monde? On est dans quel monde? Nous, pendant les législatives, quand on s'est mobilisés, on avait un énorme espoir de voir tous les députés qui avaient été investis par le NFP. Bah, du coup, ils sont plus là. Voilà, ils n'ont pas été élus. Il y en a énormément. Et en fait, pour moi, je trouve que c'est la base. Je comprends qu'il y en a qui ont envie de faire des carrières politiques. Je comprends tout ça. Mais en fait, ça peut pas être au détriment de la vie des habitants de la circonscription, même s'ils font du bon travail. L'enjeu de représentation, il est trop grand. Je suis désolée, c'est pas possible. Nous, dans le 91, c'est un sujet qu'on a beaucoup. On a beaucoup de députés, même si, encore une fois, je le répète, ils font du bon travail, ils ont des super collabs, etc. On a beaucoup de députés, en fait, qui ressemblent pas à nos villes. Et même s'ils n'ont pas l'air déconnectés, en fait, ils le sont un petit peu d'une certaine manière. À la Jeunesse Pop, on essaie toujours de mettre en avant le fait que, en vrai, ce qui nous rassemble, c'est notre classe sociale, c'est le fait qu'on est des jeunes de milieux précaires et populaires, etc. Mais il ne faut pas oublier l'intersectionnalité de nos problèmes, le racisme, etc. Mais la vérité, c'est que on est 50% à l'extérieur de l'Île-de-France. Et en fait, c'est souvent les 3 premières problématiques qui reviennent. C'est que c'est le pouvoir d'achat, c'est le logement. Ici, le problème, c'est que ça va être les logements délabrés, les ascenseurs qui ne fonctionnent pas. En fait, en province, c'est les bâtiments, enfin les maisons qui tombent en ruine. Et bah, il n'y a pas de budget pour eux pour construire ces maisons-là. Et en fait, c'est des gens qui ont vu leurs parents se tuer à la tâche à l'usine et qui continuent. Donc voilà, ça, c'est pour le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que sur la question de la place, moi, par exemple, quand je prends la parole, médiatiquement parlant, je parle pas de moi en tant que femme musulmane parce que je trouve que c'est pas intéressant. Moi, je parle de moi en tant que femme française de milieu populaire. Et en fait, être constamment assignée au fait que je porte un voile aussi, bah, c'est relou parce que bah, c'est pas mon sujet. J'aimerais bien juste pouvoir exister en paix en France. Et je trouve même que c'est, invisibilisant même de la part de certains militants de quartier populaire parce que ça va constamment me ramener ouais ma sœur, ouais calme-toi, enfin parle-moi normalement ma sœur. Non, on est tous ensemble, on est là, on essaye de faire front, on essaye de faire France commune, même si c'est pas si simple que ça. Et voilà, et c'est pareil dans les discours médiatiques, dans les discours politiques où on va toujours traiter des Français, enfin des musulmans des Français musulmans sous la question du prisme musulman. Mais en fait, on est Français. Et là, on parle même plus de la question de 2e, 3e, 4e génération d'immigrés parce que y a des musulmans qui sont convertis à l'islam, par exemple, qui sont super français, eux. Et en fait, c'est pas que ça commence à devenir frustrant, c'est frustrant. Donc oui, comme disait Daniel, il y en a plein qui partent. Il y a plein de musulmans qui veulent partir. Il y en a plein qui réfléchissent. Moi, j'ai toujours dit que si je m'occupais pas de la jeunesse populaire, je serais partie aussi. Parce qu'en fait, c'est super violent.
des vidéos où on filme dans les transports en commun. Il y a 2 ans, j'avais fait la une du magazine Days, qui est un magazine britannique de mode, c'est l'équivalent de Vogue et tout. Et en fait, le shoot, il est sorti, on m'a envoyé des menaces de mort. On m'a dit, si je te croise en anglais en plus, parce que chic, tu connais. Si je te croise dans la rue, je te décapite, je vais t'ouvrir les veines. Terroriste moche. En fait, le moche, je l'ai vraiment mal pris parce que. Let me speak, guys. Tu peux, terroriste, tu peux comprendre ton biais raciste, mais moche, quand même. J'étais mannequin sur le magazine, wesh. Un peu de. Oh. Donc voilà, tout ça, c'est des vérités qui existent et que nous vivons tous les jours quotidiennement. Sur la question de l'espoir, moi, voilà, comme je vous disais, je suis contente que vous soyez élus, chacune en fait dans son domaine, parce que sinon, en fait, on est très très seuls. Et pour moi, c'est fondamental d'appuyer sur le fait que vous êtes des femmes, parce qu'en fait, il peut y avoir des hommes racisés, mais je trouve que ça reste pas toujours la même relation, ça reste pas toujours le mode de représentation. Mais moi, j'insiste sur le fait aussi que c'est cool la représentation, mais c'est ce qu'on en fait derrière. C'est quelles propositions de loi on fait, à quelle commission on siège, quel poids on a dans la commission. Voilà, est-ce qu'on est vice-présidente de l'Assemblée, ce genre de choses. Donc voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais... D'abord, je dois vous avouer quelque chose. Cette table, elle est construite volontairement comme celle-ci. Mais en fait, individuellement, elles ne sont pas la représentation de masse. Il existe des milliers de femmes, aux milliers de parcours très importants, qu'on regroupe derrière une femme. Donc, tu n'es pas une députée, Danielle. Tu es la députée Danielle Obono. Donc, on n'enlèvera pas une femme. Chacune de vous, vous n'êtes pas une femme. Vous êtes Léa, Lorraine, Sarah, Chanty, Mama. Et il y en a plein comme ça, qui sont incroyables, qui ont des parcours incroyables. Mais en fait, qu'on ne visibilise pas, non seulement pour s'en inspirer, mais qu'on ne visibilise pas non plus pour aider, accompagner et renforcer. Souvent, on isole pour faire croire qu'elles ne sont que des épiphénomènes. Mais non, en fait, aujourd'hui, ce que vous voyez là, c'est la France. Vraiment. Vraiment. Et la question de la représentation, oui, c'est ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, en tant que féministe, on en a fait un grand stand dans lequel on voulait pendant 3 jours faire vibrer la question antiraciste, décoloniale, féministe. Parce qu'en réalité, les changements de société, elles vont venir par nous. Et je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment.